Chers amis du PP, cet angle de prise de vue, vous le connaissez. Et donc je reviens sur mon essai de plantation de laitue, rouge grenobloise, donc que j'avais mis en ligne pour vous expliquer que sous forçage de châssis, encore dit couche froide, parce que je n'ai pas bougé la terre, c'est la terre en place, j'essayais d'avoir des laitues le plus rapidement possible, en tout cas plus rapidement que ce que je pourrais avoir dans le reste du potager. Alors, ce châssis a connu d'abord une belle période de beau temps, mais avec des températures extrêmement fraîches la nuit. Alors je n'ai plus une des 3 sondes que j'utilise est tombée définitivement en panne. Je pense qu'elle n'a pas du tout apprécié d'avoir traîné sous la pluie, sous la neige, etc. Et qu'elle a rendu l'âme. Elle n'était sans doute pas faite pour. Et donc je n'ai pas les températures là-dessous, mais je les ai dans la serre. Et donc durant cette période donc de beau temps avec des écarts diurnes extrêmement importants, des températures extérieures qui montaient à 14-15 degrés et qui en température météo à la station descendaient à -1, -2, mais qui au ras du sol, dans la serre tunnel, étaient descendus à -5. Donc mes petits plants là-dedans, comme les plants d'ailleurs conservés, élevés dans la serre tunnel, se sont enquillés des -5. Dans le châssis, a priori, les températures sont restées plus clémentes. Dans l'autre, qui est un peu différent avec un voile noir en dessous, la journée, le sol chauffait suffisamment pour que les températures restent positives la nuit, à condition, bien sûr, de mettre cet isolant anti-rayonnement, donc qui empêchait la chaleur de s'échapper. Et puis on est passé au printemps. Alors comme l'hiver avait joué au printemps, bien sûr le printemps il n'était pas très content et il joue à l'hiver. Donc il y a eu, nous sommes aujourd'hui le lundi 22, il y a eu vendredi une couche de grésil ici, donc c'était blanc, non pas de neige, mais ces espèces de grésil quand vous avez des tout petits glaçons qui tombent et qui restent sur le sol. Donc vendredi matin, quand je suis descendu pour ouvrir, grésil. Samedi matin, alors dans la nuit de vendredi à samedi, nous avons eu un de ces épisodes qui sont mortels. Fait gris toute la journée, donc ça chauffe très peu, même si sous vitre les températures remontent un peu à des 15 degrés, quelque chose comme ça. En tout cas, le sol ne chauffe pas durant la journée, c'est encore le cas aujourd'hui. Là, j'ai les doigts qui gèlent, il fait moins de 6 degrés à l'instant. Il est presque 11 heures. Donc à l'intérieur, la situation est un peu plus favorable parce qu'il y a quand même ce qui s'appelle un rayonnement diffus. Donc même quand il n'y a pas du soleil, il y a des rayons, c'est pour ça qu'on voit clair. Et ces rayons sont en partie captés de l'autre côté de la vitre et se transforment en une petite chaleur qui réchauffe l'atmosphère. Mais en aucun cas de quoi faire monter la température du sol durant la journée à des températures suffisantes et à stocker suffisamment d'énergie pour que la restitution de cette chaleur tout au long de la nuit permette de maintenir des températures élevées. Et donc, vendredi, temps gris toute la journée, et puis comme par miracle, fin d'après-midi, 18h, au moment où d'habitude il se couche, le soleil qui se pointe là vers l'ouest, me mettant la puce à l'oreille, que tous ces nuages poussés par un léger vent du nord, léger nord-est, légèrement anticyclonique, allaient repousser ces nuages vers le Jura, les Alpes, etc., et allaient me laisser avec une nuit claire.
Donc une de ces nuits où ça rayonne et où le sol et les plantes qui se trouvent près du sol vont perdre énormément de chaleur vers l'atmosphère. Comme quand vous êtes en haute montagne, même en été, en plein milieu de la nuit, vers 5 heures du matin, il fait frais. C'est le même phénomène. Donc peu de chaleur accumulée, beaucoup de chaleur qui part. Le déficit est marqué et donc on a eu de nouveau, donc samedi matin, -5 dans la serre et surtout -2 dans le châssis qui a encore une sonde qui fonctionne, celui qui est à côté et qui est légèrement plus chaud que celui-là. Il y a peut-être 1 degré de différence entre les deux, du temps où les deux sondes marchaient, c'était souvent le cas. Donc je vais dire que là-bas, on est passé à -2, ici on a dû passer à -3. Et puis donc depuis hier, aujourd'hui encore, pas de chaleur. Et puis, dans l'introduction à cette affaire d'essai avec ma femme, là, je vous parlais d'aléas. Je vous parlais d'aléas, et alors il y a eu ici un aléa que je n'avais pas prévu. Mais si vous regardez le film en question, je repique ces laitues ici, vous avez peut-être tilté. Vous vous souvenez de Sky, Sky c'est mon chat, qui n'arrêtait pas de courir d'ici à là et qui piétinait mon truc. Je pensais qu'il piétinait, mais en fait, il a flairé une souris qui survit sous ce tas, enfin qui a survécu sous ce tas de branchages. On va venir sur son destin final, sur ce tas de branchages, et qui, quelques jours plus tard, alors que je n'étais pas très attentif, occupé par d'autres activités, s'est installé et m'a grosso modo raboté le châssis. Je vais découvrir, on va voir la souris, on va voir le trou et on verra qu'il reste quand même quelques laitues et surtout dans la serre, il me reste des plants et donc je vais pouvoir recommencer le boulot. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que l'agriculture a été de tout temps une activité aléatoire, hasardeuse, avec 2 facteurs essentiels. Ceux qui lisent la Bible, ils y trouveront déjà trace dans la Bible et dans des textes anciens. 2 facteurs essentiels que sont d'une part la météo. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé à faire des caprices. Il y a déjà eu dans le passé des gelées trop tardives qui ont détruit des cultures, des légumes. L'arboriculture étant plus particulièrement sensible au moment de la floraison des arbres fruitiers. Donc il y a eu de tout temps des saisons sans fruits, ou sans tels fruits. Des fois, ça ne touchait que les cerisiers, et donc à la campagne, on était habitué à une année sans cerises. Puis l'année d'après, c'était les poiriers, c'était l'année sans poires, et ainsi de suite. Et le deuxième facteur aléatoire, c'est celui que je viens d'évoquer, ce sont les parasites. Dans la forme spectaculaire, je l'ai vécu. En Afrique, des nuages de criquets, des milliards de criquets qui s'abattent sur une région, toute une région, donc l'échelle d'un petit canton, chez nous, peut être rabotée en l'espace de 24 heures et il ne reste quasiment plus rien, les tiges de mil et famine. Et donc, le parasitisme a de tout temps joué avec les nerfs des agriculteurs. Autre période mémorable, le phylloxéra qui a failli détruire le vignoble français, enfin le vignoble européen, pas seulement le vignoble français. L'arrivée du mildiou a été une catastrophe, avec au départ l'absence de moyens de lutte, et donc très vite il s'est répandu avec des dégâts considérables.
Alors, l'homme n'a cessé de lutter et ça nous a valu cette période à la fois remarquable et agaçante qu'a été l'agriculture d'après-guerre. Donc avec tout à coup l'apparition massive de béquilles chimiques pour lutter contre ces parasites, donc les fameux pesticides de toutes sortes, dont à ce moment-là, on ignorait à la fois l'impact environnemental que ça pouvait avoir et l'impact sur notre propre santé ou celle de nos animaux que ça pouvait avoir. Et donc on y a été et on a connu une période bénie, peut-on dire, où on n'a plus véritablement connu de famine, en tout cas chez nous. Je ne parle pas d'Afrique, tout à fait une autre problématique. Là, ces moyens n'étaient pas disponibles et les paysans ne pouvaient pas se les payer, les États non plus, et par conséquent restait une bonne part d'aléas. Sécheresse, développement considérable dans les années après-guerre de l'irrigation, donc forage, là où des nappes aquatiques étaient disponibles, par exemple en Alsace. Barrages, petite hydraulique, alors petite, plus ou moins grand, certains grands barrages servaient à la fois à faire l'électricité et en partie à irriguer des plaines entières, ça a été le cas notamment dans le Midi. Les gros ouvrages du type canal du Bas-Rhône, Languedoc, des choses qu'aujourd'hui on ne pourrait plus faire. À l'époque, on y a été au bulldozer, et encore quand je dis bulldozer, avec des norias de bulldozers, des centaines, des milliers de bulldozers. On a construit ces gros canaux qui aujourd'hui alimentent à la fois en eau potable certaines villes, Montpellier, Marseille, etc., et qui ont permis donc l'explosion de l'agriculture irriguée, notamment donc dans les plaines du Midi, et donc maraîchage, arboriculture beaucoup plus intensive. Et donc, l'aléa climatique aussi s'est réduit. En maraîchage, ça a été l'explosion des serres, parce que donc on a pu enfin se payer ces structures extrêmement coûteuses et des maraîchers ont pu couvrir 1 hectare, 2 hectares, 10 hectares de serres. Et du coup, l'aléa climatique a quasiment disparu. Il faut savoir qu'une année de sécheresse, les années de sécheresse, canicule, 2013, etc., n'ont quasiment aucun impact, moins de 10%. Vérifiez les statistiques, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on se prend une canicule absolument carabinée, les gens meurent, etc., et l'agriculture française, je parle là de la France, produit encore 90% de ce qu'elle avait produit en une bonne année. Tellement le système est devenu résilient avec ces béquilles chimiques. Ou, en l'occurrence, quand il s'agit d'irrigation, ce n'est pas des béquilles chimiques, c'est des béquilles liées à l'usage d'énergie autre que le solaire. Parce que, ne vous faites pas d'illusions, l'eau qui coule dans les canaux du Bas-Rhône Languedoc est pompée. Et donc déjà, elle est pompée parce que le Rhône est plus bas que les plaines qui se trouvent aux alentours, sinon elle serait inondée. Et donc il faut pomper l'eau pour la remonter. Et puis ensuite, là-dedans, les agriculteurs, encore une fois, vont pomper pour mettre l'eau sous pression, que ce soit pour l'utilisation en goutte à goutte ou pour l'utilisation en aspersion. Donc avec énergie externe, pétrole, gaz, électricité, majoritairement nucléaire chez nous, donc c'est pour moi une béquille, et pesticides de l'autre côté, on a réussi de façon remarquable à stabiliser la productivité de l'agriculture française, y compris en maraîchage. Aujourd'hui, je pense que nous n'aurions pas de production maraîchère conséquente l'été en France sans irrigation.
De même que nous n'aurions pas les légumes en hiver qui nous viennent du sud de l'Espagne où ils consomment des quantités inimaginables d'eau. Et d'ailleurs, bientôt, ils n'en auront plus. Ils auront vidé leur nappe et ce système-là va s'arrêter de lui-même. Bon, 10 jours plus tard, et cette vidéo n'est toujours pas montée, n'est toujours pas en ligne, n'est toujours pas dans sa boîte. Et au montage, je me rends compte de l'ambiguïté qu'il y a dans cette tirade qui pourrait, à partir d'une analyse factuelle d'une réalité vraie, hein, les courbes sont en ligne, laisser penser que tout à coup je défends l'agriculture productiviste française. Alors, cela m'oblige à faire une petite mise au point, hein, un point sur le i. Oui, je défends l'agriculture productiviste française. Oui, le potager du paresseux se veut extrêmement productiviste. Très exactement, mon fantasme que je n'arriverai pas à réaliser serait un potager qui a une productivité du travail infinie. C'est-à-dire qui produise beaucoup sans que je fasse quoi que ce soit. Vous divisez beaucoup par 0. Pour ceux qui ont des notions de mathématiques, ils savent que le résultat est plus l'infini. Et ce serait la productivité du travail de mon potager. Alors, j'arrive pas à 0, j'arrive à peu. J'espère produire beaucoup et donc j'ai une productivité du travail très élevée. Pour la surface, c'est un peu moins évident. Et donc, je m'interroge sur la façon dont on va atteindre cette productivité très élevée parce qu'on en a besoin pour nourrir les gens. La population comprenne l'échelle mondiale ou comprenne simplement l'échelle française. Là, je raisonne à l'échelle française. J'ai oublié dans ma longue tirade un point très important qui est le fait que l'agriculture française est globalement exportatrice. C'est-à-dire que nous produisons ce que nous mangeons et nous produisons des produits que nous exportons en échange de ce que nous importons. Et nous exportons plus que nous importons. En gros, nous exportons plus de champagne, nous exportons plus de vin, de spiritueux, de céréales. La France est un exportateur de blé, etc. Comparé à ce que nous importons en fruits, en produits exotiques, en soja aussi, etc. Donc notre balance est excédentaire et jusqu'à aujourd'hui, donc, cette stabilité de la production assure l'équilibre alimentaire de la France. Et donc, il ne s'agit pas là de faire l'éloge de cette agriculture en fermant les yeux sur ses côtés négatifs. Mais il ne s'agit pas non plus, à l'inverse, d'être une sorte de Khmer vert qui ne fait que critiquer les mauvais côtés, l'impact environnemental qui est manifeste, les béquilles, la dépendance de ces béquilles que j'ai évoquées, donc d'un côté tout ce qui est la chimie, de l'autre côté tout ce qui est énergie extérieure à l'exploitation agricole, donc énergie autre que l'énergie solaire que transforme l'exploitation agricole. Et ceux qui ne me croiraient pas, prenez mon premier livre, il y a une note de bas de page dans laquelle j'explique que l'agriculture française est devenue déficitaire, c'est-à-dire qu'elle consomme plus d'énergie autre que le solaire, qu'il n'y a de kilocalories solaires dans ce que produit la ferme France. Donc ça, c'est une catastrophe. Et donc j'attends avec impatience. Je ne sais pas si je vivrai assez longtemps, j'en doute, mais avec une grande crainte aussi pour mes enfants et d'éventuels petits-enfants, le moment où les prix du pétrole, du gaz
etc., auront été multipliés par 3, 4, 5. Ça arrivera, c'est une question de temps. Et ce jour-là, la ferme France fera teuf, teuf, teuf. Faites attention, la ferme France, y compris la ferme Bio France. Parce que l'agriculture biologique, celle qui produit des produits que nous trouvons en grande quantité dans les magasins, les chaînes bio ou les rayons bio de nos supermarchés, hypermarchés, sont produits à grand renfort d'énergie pétrolière avec des machines qui sont tout à fait comparables à celles qu'utilise l'agriculture conventionnelle, avec des travaux du sol qui sont parfois nettement supérieurs à ce que fait l'agriculture conventionnelle et donc avec encore plus de carburant parfois. Il faudrait nuancer chacune des productions, mais voilà. Et donc, il ne faut pas ni être admiratif devant le beau côté des choses, cette productivité et cette résilience, en occultant tous les côtés négatifs. Ça, c'est ce qu'ont tendance à faire les syndicats agricoles, etc., qui, pour leur défense, ne montrent que le beau côté et cachent le côté obscur. Et d'un autre côté, vous avez les écolos Khmer verts qui ne voient que le mauvais côté. Cette agriculture, elle est catastrophique, elle tue, elle ceci, etc., sans jamais évoquer le bon côté de ces choses. Je vais prendre un exemple, hein, c'est comme si on critique quelque chose qui est éminemment critiquable, la voiture. Bien entendu que ça rejette des particules, bien entendu que ça rejette des gaz, dont des gaz à effet de serre, dont d'autres gaz, les NOx, les oxydes d'azote, etc., qui ont des effets négatifs sur la santé. Bien entendu, une voiture coûte horriblement cher. Bien entendu, avant le Covid, il y avait environ 3000 morts par an en France et personne, aucun homme politique n'a jamais envisagé d'interdire la voiture. Si jamais, par malchance, le vaccin AstraZeneca tue 10 personnes en France, vous pouvez être tranquille, il sera interdit. Donc d'un côté, pour 10 personnes, ce sera quelque chose d'épouvantable, et les anti-vaccinations qui sont déjà partis en flèche. Hein. J'aimerais bien savoir combien renoncent à la voiture ou combien renoncent à l'alcool. L'alcool est à vente libre. On estime, hein, parce que personne ne recense un mort par alcool. C'est une dégradation lente de la personne humaine. Donc on ne meurt jamais de l'alcool, on meurt de cirrhose. Sur le certificat d'essai, cirrhose du foie, c'est un alcoolique qui a crevé. Ses artères du cerveau explosent, on ne dira jamais que c'était l'alcool. Donc, et on estime 40 000 morts par an en France. Et qui c'est qui a le culot d'interdire l'alcool? Qui c'est qui? Quel écolo va radicalement faire un programme pour enfin arrêter du jour au lendemain les bagnoles, du jour au lendemain la vente de l'alcool, du jour au lendemain la vente du tabac? Il sait très bien qu'il ne sera jamais élu. Et donc aucun écolo. Alors par contre l'agriculture, oui, le glyphosate, alors là, oui, là j'y vais. Ah ouais. Au passage, dernier coup de griffe, et puis on revient à ce pauvre châssis. Et je vous préviens tout de suite, hein, à la souris qui est claquée là dans... Donc si vous êtes du côté écolo-bobolo, sensiblo, oh, cette pauvre petite souris qui est morte, coupez tout de suite, en haut à droite, là, en haut à droite, la droite c'est ici, en haut à droite, vous avez une petite croix, cliquez tout de suite dessus. Si ce que je vous raconte là vous irrite, cliquez là-dessus, ne restez pas, vous allez voir une souris morte dans un instant. Oui, donc j'allais terminer ma saillie. Savez-vous quelle est la part du bio en France? Vous prenez les médias, ah ben il n'y a plus que le bio, quoi. Bio, 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 bio. Tout est bio, on ne mange que du bio, et c'est génial.
tout le monde est en train de partir à la campagne, il doit y avoir un monde fou en Corrèze, en Creuse, au Larzac. Je pense qu'il y a des millions de personnes, d'après ce que je lis dans les médias. Tout le monde quitte les villes. Le bio, il n'y a plus que ça, pense-t-on. Parce que c'est l'image que vous en donnent les médias. Ah, il faut positiver. Mais entre positiver et vous... Ah, j'ai dit que je n'utilisais plus de gros mots. Donc, vous voyez bien, hein, vous vous mettre jusqu'à l'épaule, quoi. Hein. Il y a quand même une nuance. Quelle est la part de la production, très exactement, des achats alimentaires bio que font les Français, autrement dit, en moyenne, pour toute la France, de combien de bio se nourrit-on? Fermez vite les yeux, donnez un chiffre. Combien? Réfléchissez. Combien? 50%? Vous n'y êtes pas. 25%? Vous n'y êtes pas. 15%? Vous n'y êtes pas. 10%? Vous n'y êtes toujours pas. 6,1%, statistique de l'agence Bio France, 6,1% de la part des achats alimentaires, on parle là de l'alimentation, est labellisée bio. Quand vous savez que là-dedans, vous avez majoritairement ce que j'appelle moi-même du bio intensif, hein, donc produit en grande surface avec des machines, avec du travail, avec des engrais bio, avec des pesticides bio, parce que les médias ne terminent jamais leur phrase. Le bio, ce serait sans engrais, sans pesticides. Que nenni. Le bio est sans engrais et sans pesticides de synthèse. Et donc le bio utilise des quantités parfois considérables de pesticides et naturels qui ont des effets collatéraux. Hein. Le sulfate de cuivre ne rentre pas dans mon potager parce que je trouve que c'est bien pire que bien des pesticides de synthèse. 8,5% de la surface agricole française est, chiffre 2019, bio. Et quand vous lisez les médias, évidemment, on vous mettra un chiffre qui est vrai aussi. 80% des Français consomment du bio. Pour les uns, c'est le café. Allez savoir pourquoi le café doit nécessairement être bio. Pour les autres, ce seront les bananes. Pour d'autres, c'est déjà un peu plus malin, les œufs. Là, je comprends mieux. Et puis tout le reste de ce qu'ils mangent, le pain, le machin, etc. Et donc le gros de leur nourriture est conventionnel. Donc, soyons réalistes. Soyons réalistes et ne prenons pas des vessies pour des lanternes. Et surtout, essayons d'avoir un débat constructif. Une chose, des avantages, des inconvénients. Comment est-ce qu'on peut réduire ou supprimer des inconvénients en améliorant ou en extrapolant les bons côtés des choses. Je commençais à évoquer la voiture, une bonne chose, une mauvaise chose, beaucoup de morts. Mais d'un autre côté, j'avoue à titre personnel que ça m'arrange beaucoup quand j'ai une conférence à faire un samedi soir, un vendredi soir, à l'autre bout de l'Alsace, voire dans des départements limitrophes, de pouvoir terminer à minuit, 1h du matin et de rentrer avec ma voiture. Je ne vois pas comment je ferai dans les transports en commun. Plus généralement, quelque chose que tout le monde peut comprendre, je pense que tout le monde, malgré les défauts qu'a la bagnole, sera ravi de savoir que quand il fait le 15, des ambulances démarrent et que pimpon, 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 elle passe devant tout le monde et vous amène dans les meilleurs délais possibles dans l'hôpital le plus proche possible. Dans certains cas, c'est même l'hélicoptère qui décolle. Donc oui, ça pollue. Oui, ça tue. Oui, ça émet des particules. Oui, ça coûte très cher. Oui, à bas la bagnole. Non. À bas la bagnole, quand on fait le con avec, quand on fait des rodéos juste pour faire du bruit, pas à bas les ambulances, pas à bas la voiture du médecin quand il vient vous soigner chez vous,
pas à bas ceci, etc. Donc c'est toujours regarder les deux faces d'une chose, sinon ce sont des débats de Khmer vert et aucune discussion n'est plus possible et aucune avancée de la société n'est plus possible. On s'envoie des pavés, on les uns les autres, mais on n'avance pas. Donc voilà quelle est l'essence de ma tirade. Bien entendu que mon potager est plus que bio et que j'ai un plaisir fou à développer ce potager plus que bio. Et bien entendu que je ne refuse pas de regarder les mauvais côtés des choses puisque je vais encore plus loin que les bio. Je refuse aussi le sulfate de cuivre. Et quelques autres, l'azadiractine, l'huile de nem, tout ça sont des poisons violents qui ne rentrent pas dans mon potager, qui ne rentreront jamais dans mon potager. Allez, on revient à ce châssis, mais je vous ai prévenu, hein, attention, dans un instant, il y aura une souris morte, donc si vous êtes trop sensible, fuyez. Hein. Donc je vous l'ai déjà dit, je le redis. Alors, pourquoi cette longue tirade qui ressemble à un éloge de l'agriculture intensive? Ben, c'est parce que je pense qu'il est important de réapprendre quelque chose, en tout cas dès lors qu'on veut jardiner de façon plus naturelle, il va nous falloir réapprendre les aléas. Nous sommes marrants, nous sommes très très marrants et d'une inconséquence totale. On voudrait réussir à tous les coups nos cultures et on est prêt à se couper la main qu'on n'aurait pas assez verte dès qu'il y a un échec, tout en refusant l'artificialisation qui a permis cette incroyable stabilité de la production. Eh bien, je vous le dis, vous ne pouvez pas circuler avec des ânes ou avec des chevaux, parce que c'est écolo et que vous pouvez les faire fonctionner avec du foin et faire la nique à Total Fina Elf, et aller à la vitesse de la voiture. Vous ne pourrez pas circuler avec des chameaux et un jour être en vacances à Florence et de l'autre en Thaïlande. C'est incompatible. Et donc, il y a des choix à faire. Alors moi, j'ai fait le choix d'un système relativement naturel et de temps en temps, il m'arrive une tuile. Et je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Donc là, m'est arrivé une tuile. Donc de ce trou que je vais vous filmer, est sortie cette souris. Alors, trop occupé ailleurs, je n'ai pas mis en place tout de suite mes pièges. Et puis quand je l'ai fait, ben, ça n'a pas loupé. Voilà donc la souris qui était sortie de ce trou et qui s'est fait avoir. Et donc maintenant, ben, il me reste quelques plans qui montrent que je n'avais pas si mal repiqué que ça. Peut-être aussi que cette souris fait un peu les frais d'autres gnaqueurs. Je ne suis pas certain que mon féramol a réussi à m'éradiquer toutes les limaces. Je suis assez persuadé du contraire. Enfin, je n'exclus pas que, comme je le craignais un tout petit peu, certaines de ces plantules qui étaient, je vous le rappelle, étiolées, aient eu des problèmes sur cette partie trop allongée de leur tige au contact du sol et qu'il n'y ait pas eu peut-être un tout petit peu de champignons qui se sont régalés de ça et qui m'ont peut-être niaqué quelques plantules ou en tout cas les ont affaiblies comme celle-là. Donc il y a sans doute plein de choses qui sont intervenues ici et donc j'ai perdu 10 jours. Hein. Bien sûr, les quelques pieds qui ont survécu, je vais le laisser et je vais reprendre mon repiquage.
Alors ce sera aussi l'occasion de faire le point sur quelque chose qui irrite beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et qui pensent qu'étant un fan de l'agriculture naturelle, je ne peux pas piéger et que c'est criminel de tuer une souris. Il faudra que je revienne là-dessus, peut-être en conclusion. Je vais d'abord remettre de l'ordre dans ce châssis. Vu qu'il est ouvert, le refermer. Et puis peut-être, oui, je vais vous expliquer mon point de vue sur cette question de piégeage. Alors du coup, Laurence a sans doute un petit avantage là-haut avec la Lune. Donc elle a été bénie par la Lune parce que tout simplement ce tas de branches était ici et cette souris vivait là-dessous et elle est arrivée par là. Donc arrivée par là, elle a sans doute mieux désherbé dans cette zone-là que là-bas. Voilà donc un exemple aussi de biais. Alors là, ça saute aux yeux, il y a un gros trou. Mais imaginez que ce soit un petit parasite souterrain ou des restes d'une maladie, tel champignon qui s'attaque aux racines, qui a proliféré et qui fait une tache ici que vous ne voyez pas évidemment, et que là-bas il n'y est pas. Et donc vous voyez qu'avec tous ces biais, je reviens sur cette question de répétition, sans le nombre de répétitions suffisantes, on peut très facilement conclure de travers. Alors pour ceux qui ne seront pas effrayés par le piégeage létal, donc celui qui tue, j'avais ici deux types de trappes, de pièges. Celui-là, il est antédiluvien et 1 euro et marche super bien. J'utilise comme appât tout simplement des haricots trempés avant. J'ai remarqué l'appétence assez considérable de ces rongeurs de surface. Ce ne sont pas mes fameux ratopiers. Là, il s'agit de souris ou de je ne sais pas quoi, qui donc ont une très grosse appétence pour les haricots, de façon générale, les légumineuses. Donc si vous avez des haricots abîmés, des fèves abîmées, trempez-les un peu, parce que sinon ils sont trop durs pour les accrocher. Je vais désarmer pour ne pas me prendre le doigt. Donc ils seront trop durs pour les accrocher dans ce petit crochet qui est prévu ici pour les appâts. Et donc pas la peine d'aller chercher gruyère, etc. et compagnie. Un haricot légèrement gonflé est quelque chose d'extrêmement appétant. J'ai récemment trouvé en promotion ce type de piège plus sophistiqué. Bon, là c'est le hasard, peut-être que la souris a tourné à droite et elle n'est pas partie à gauche, mais bon, a priori, je ne pense pas qu'il soit beaucoup plus efficace. En tout cas, je n'ai pas trouvé de système pratique pour accrocher mes haricots dans cette petite coupelle ici. Je pense que ça marche mieux avec d'autres appâts qu'on peut un peu ficher là-dedans, parce qu'il y avait là-dessus, j'ai oublié de le dire avant de déclencher, il y avait là-dessus pas un haricot, pas ce haricot-là, mais il y avait là-dessus une fève. Oh la vache! Une fève. Et visiblement, elle n'est plus là, donc j'en déduis quand même qu'elle a réussi à me la gauler sans déclencher le mécanisme. Ça arrive aussi sur ce type de piège, il faut que je sois objectif, ça m'est déjà arrivé, incroyable, de retrouver ici un reste de légumes ou de ce que j'avais mis, et que le piège ne s'était pas déclenché. Donc je pense qu'il y a des souris qui arrivent à grignoter sans mettre la patte
sur le déclencheur. Et pourtant, quand je les arme, je fais très très attention, alors pas ici en l'air, mais donc je le pose et ensuite je règle millimétriquement, hein, je mets juste à la limite de la rupture en enlevant bien sûr délicatement mes doigts. Et donc là, normalement, une toute petite brindille de rien du tout le déclenche. Ah, c'est peut-être un peu trop léger. Voilà. Voilà donc un petit avis technique pour ceux qui, à la fin de ma réflexion, ne seraient pas choqués par un piégeage donc létal, mortel, qui pour moi ne me pose aucun état d'âme. Je vais rentrer ça parce que je vois quand même que le bois se déforme et que ça grippe légèrement mon mécanisme. Alors ne vous sauvez pas, hein. Pas de longue tirade. Au montage, je me rends compte qu'une des séquences que j'avais filmées dans la serre, quelque chose a dû merder. Elle n'est pas sur la carte. Donc, en fait, il restait dans les terrines au fond de la serre exactement les plantules cousines ou frères de celles qui avaient été plantées. Simplement, il ne restait plus c'était de la rouge de Grenoble, parce que j'avais vidé la terrine dans la serre. Et donc ce sont 2 ou 3 autres espèces du même acabit, hein, de même préparation, que je vais repiquer là. Donc de la gotte jaune d'or, il y a de la Batavia de printemps et peut-être aussi ai-je mis un peu de Saint-Antoine. Donc tout ça donc, qui était dans la serre, je l'ai repiqué dans ce châssis en remplacement de la rouge grenobloise donc, qui avait été décimée par la souris. Contrairement à ce que je sous-entends dans la séquence qui précède, je sais aujourd'hui que c'est les effets de la souris, puisque à la suite de ce piégeage, d'une part, il n'y en a pas eu d'autres, et d'autre part, absolument toutes les laitues sont en place, et par conséquent, je sous-entendais que des limaces avaient pu jouer un rôle. A priori, ça n'a pas été le cas. Voilà, donc on va terminer cette affaire. Bon ben voilà, donc j'ai pas de montre. On va dire entre une grosse demi-heure ou une petite heure plus tard. Donc j'ai tout repiqué. Et donc, comme je le fais toujours, enfin comme je ne le fais jamais, je ne vais pas arroser, hein, donc le sol est humide, même si ici, hein, donc toujours côté où le soleil tape plus que là où il y a une partie d'ombre, j'ai remarqué qu'il y a une zone un peu plus sèche. Mais je vais d'abord laisser le travail d'enracinement se faire et donc prochainement j'arroserai aussi un peu plus, hein, j'insisterai un plus parce que j'ai repéré donc cette partie là. Donc tout ce que je vais faire encore là, c'est remettre 2 poignées de fer à molle, il est en haut au garage, donc pour réduire le risque que, en dehors de ma souris, le travail de saccage était soutenu, accompagné par quelques limaces qui, pour l'instant, se planquent. J'en ai pas vu, donc je reste dubitatif, mais dans le doute et compte tenu du faible impact que va avoir le fer à molle dans mon système, je vais mettre cette sécurité-là
et puis couvrir. Aujourd'hui, avec le temps gris qu'il fait, ça va rester, donc même pas d'aération, pour chauffer un peu, gagner quelques degrés. Peut-être que sous verre, avec de temps en temps des nuages un peu moins épais, on peut atteindre 12-14 degrés, c'est-à-dire dépasser ce que je vous ai expliqué dans une vidéo, je ne me souviens plus laquelle, où il était question des températures, dépasser ce fameux zéro de végétation, c'est-à-dire la température à partir de laquelle telle ou telle espèce ne pousse plus, qui doit être relativement bas pour ce type de laitue ou de Batavia. Oui, parce que ce n'est plus la rouge de Grenoble, hein, et ce que j'avais pas mis ici a été dispatché un peu à droite à gauche dans la serre. Donc c'est d'autres variétés que j'oubliais de vous citer. Un reste de gotte jaune d'or, donc une laitue. Un reste de Batavia de printemps et un reste de laitue de Saint-Antoine. Donc c'est d'autres variétés. Calendrier lunaire, je ne sais pas ce qu'on est aujourd'hui. Je vous l'incrusterai dans le commentaire. Je regarderai dans le bouquin. Vous savez que je m'en fous. Et comme j'ai pris la main là, ce sera sans test lunatique. Voilà. Alors puisqu'on est dehors, je vais quand même vous montrer un ou deux trucs qui fait référence parce que c'est juste. Et Salsa, tu sors du jardin. Alors Salsa, c'est un chien que j'ai en garde d'une dame qui a été hospitalisé. Alors malheureusement, alors il est adorable, absolument adorable, mais alors pas du tout jardinier. Ce couillon, il ne sait pas se... Alors c'est vrai que chez moi, les allées ne sont pas très marquées. Alors lui apprendre les allées, il faut avoir un chien très très intelligent, quoi, qui comprend qu'ici, il a le droit de marcher et que ici, où c'est pas beaucoup différent, il n'a pas le droit de marcher, d'autant plus qu'il me voit marcher là-bas. Je l'excuse, hein, je l'excuse et je le comprends. Mais oui, mon gros toutou, simplement, toi avec tes grosses pattes, tu m'aplatis chaque fois un poireau ou un pied d'ail. Moi, je sais où je mets les pieds. Lui, il ne sait pas. Donc, oui, donc pour ceux qui m'ont vu planter l'ail ici dans un terrain qui était dur comme du béton, pas préparé, etc., et qui ont eu quelques doutes, si vous avez des doutes, lisez un vieux livre, je ne sais pas s'il est encore édité, j'adore ce titre, et j'ai bien aimé le livre, mais bon, c'est un livre qui a 50 ans, hein, dont le titre est « Je suis comme une truie qui doute », c'est de Claude Duneton. Et donc ici où j'ai planté de l'ail avec la technique tout à fait spéciale du potager du paresseux, pris de fadaise, donc devenu complètement fada, où j'ai piétiné le sol avant de planter. On va mettre la caméra de près et vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà, je vais sans doute ou peut-être encore avoir la tête coupée parce que j'ai volontairement cadré un peu serré dans l'espoir que vous aperceviez ces rangées d'ail qui sont sorties. Hein, donc c'est celui que j'avais planté ici sans aucun travail du sol, en partie à travers des adventices tels que le mouron ici ou telle que la Véronique là, avec encore de la mâche. J'en ai récolté depuis, mais j'ai toujours pas fini. Elle commence à monter en graines, celle-là, parce que ça, c'est des pieds qui avaient déjà émergé bien avant l'hiver. Quelques cardamines en fleurs. Et puis donc, mes rangées d'ail, je vais vous faire un gros plan et vous verrez que tout ça se passe admirablement bien. Mon ail est là sans défaut. Ici, par exemple, il y a un pied qui pousse à travers le mouron. Enfin, il y en a même deux qui poussent là à travers le mouron. Ici, il y en a un qui émerge en pleine Véronique. Ici aussi. Celui-là va contourner ses laitrons
sans aucun problème, celui-là en plein milieu de la Véronique, etc. Et donc, prochainement quand même, je vais prendre ces derniers pieds de mâche avant qu'ils ne montent et donc recharger assez vite parce que là, je ne voudrais pas ensuite écraser ces feuilles qui sont sorties, hein, qui sont relativement fragiles. Donc je vais essayer d'éparpiller sans trop de difficultés mon mélange feuilles et gazon de façon très très aérée comme ça. Voilà. Et comme ça, voilà, il ne fait pas de dégâts. Il va couvrir le sol, étouffer certaines de ces adventices qui vont donc retourner dans le cycle du vivant et en même temps recommencer à nourrir les organismes, les vers de terre, etc., qui se trouvent là-dessus, qui travaillent. On voit des turicules à certains endroits, mais qui, évidemment, quand ils sortent, sont fort, fort dépités parce qu'ils n'ont pas grand-chose à manger, quoi. Donc là, je suis un tout petit peu vache, arbitrage, mot ventre, les mâches, avant le système, fabrication de biomasse sur place avant d'apporter des matières organiques et tout ça. Et pour le chien, donc, il ne comprend pas que moi, je marche là entre mes échalotes qui sont là et entre mon ail qui est là, délicatement comme ça. Alors évidemment, quand je l'engueule, le pauvre, enfin je l'engueule pas, je lui dis non, il ne comprend pas. Et moi, je le comprends. Hein. Et donc ici, vous retrouvez le coin de mes fadaises, hein, coin du châssis, la porte. Et vous vous souvenez, donc j'avais piétiné ici. Et puis ensuite, hors image, j'avais mis une partie de cette matière organique ici pour de nouveau nourrir le sol de façon à ce que les organismes réparent les dégâts que j'avais faits et j'avais planté, je ne me souviens plus combien, 5 ou 6 cailleux d'ail. Et bien, vous regardez bien, il y en a un ici, il y en a un là, 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 donc j'avais mis au moins 7, et ils sont tous là, donc on verra sur le long cours ce que ça donne. Tiens, celui-là, je l'ai même encore une fois piétiné en faisant mes circulations. Donc on verra ce que ça va donner. Je vais vous incruster ces gros plans, mais donc 100% de levée, si on peut appeler ça une levée, de sortie hein, de ces gousses, malgré le sol piétiné. Alors à ça, pas de vrai miracle, hein, c'est tout simplement qu'en faisant mon trou avec le plantoir, je vais aller le chercher et on va mimer ça. Restez en ligne, je ne suis pas loin. Donc voilà, c'est piétiné, je fais un trou et donc j'avais mis là-dedans ma gousse. Vous voyez donc que mécaniquement, cette partie de sol est déjà légèrement travaillée et c'était tout à fait suffisant pour que ces gousses sortent. Donc maintenant, je compte sur l'activité biologique, les vers de terre, etc., pour fertiliser, ameublir, aérer ce sol. Une fois encore, hein, c'était juste pour la démonstration. Ne vous fatiguez pas à piétiner le sol d'abord pour que le système vivant soit obligé de réparer vos dégâts. Vous vous en passez. Par contre, sachez qu'avec un motoculteur, s'il a fortement plu, vous avez quelque chose qui ressemble tout à fait à ça, parce que votre sol mort n'est plus capable de se restructurer, et donc là, vous serez obligé, vous imposer le même type de travail que ce que j'ai fait. Alors, comme la vidéo n'est pas en boîte, autant en profiter pour faire une petite séquence.
j'ai dégagé les vitres hein, que j'ai mis de côté. Et voilà l'état du châssis. Quand tout à l'heure, dans mon bureau, je disais que les limaces avaient bon dos. Effectivement, hein, donc depuis la capture, il y a toujours les deux tapettes en sécurité. Des fois, qu'une autre souris emprunterait le même tunnel. Mais donc, pour le reste, aucune laitue n'a disparu. Tout ce que j'ai repiqué est absolument là, avec donc une avance tout à fait visible des rouges grenobloises qui avaient donc une dizaine de jours d'avance. Il y en a une là-bas aussi. Mais donc très bonne implantation des autres laitues, bien donc que j'ai été très très chiche en matière d'arrosage. Donc il y a eu ici, en tout et pour tout, deux séquences d'arrosage donc depuis, on est le 1er avril, hein, c'était le 22 mars, donc en quasiment 10 jours, avec chaque fois un arrosoir d'une dizaine de litres sur la partie par vitre. Hein. Donc il y a eu 2 arrosoirs 2 fois, 4 arrosoirs en tout depuis que j'ai planté ces laitues. Donc ici, du côté bien éclairé, on a toujours cette flaque ou cette nappe, ou je ne sais pas comment dire, de sécheresse. Du fait que je suis en sol nu, quelques adventices qui commencent à s'installer, relativement peu, hein, quelques graminées, ce qu'on appelle des herbes, un tout petit peu de mouron. Tout à l'heure, j'ai arraché un kénopode. Là, il y a un laitron, hein, enfin, il y en a même plusieurs. Il y en a un ici. Autre chose que je n'ai pas identifié, de la véronique, un peu de plantain. Voilà pour l'état général. Donc avant, et une cardamine que je laisse volontairement fleurir. Donc avant de refermer le châssis, je vais donc en profiter parce que c'est plus facile quand c'est ouvert comme ça que de tenir en même temps la vitre et puis d'arroser. Je vais donc en profiter pour arroser et remettre le vitrage et puis m'empresser de boucler cette vidéo pour que vous ayez quelque chose à vous mettre sous la dent si vous êtes confiné pendant cette période de Pâques. Mais je pense plutôt que vous en avez profité pour vous échapper, vu que Macron avait laissé entrevoir cette possibilité avant la rentrée de lundi, ou plutôt de mardi prochain. Arrosage et bouclage de cette vidéo dans mon bureau pour revenir sur la question est-ce que il peut être considéré comme éthique ou pas de piéger comme ça brutalement une souris qui ne me voulait pas de mal, même si elle l'a fait, hein. Mais je veux bien lui créditer le fait que ce n'était pas intentionnel. Bon, avais-je le droit de piéger cette souris ou pas? Bon, c'est pas tout à fait comme ça que je vais aborder la question. Je ne suis pas compétent, pas beaucoup compétent en termes de droit. Je ne suis pas non plus philosophe, hein, ni un de ces jeunes philosophes très en vogue, Michel Onfray ou Raphaël Enthoven, ou pas d'autres noms là qui me viennent. Je ne vais pas recourir aux philosophes à cheveux gris de ma génération, de type BHL ou Glucksmann, etc. Non, je vais pas non plus, ou je vais essayer de ne pas juger ou de donner
une indication morale comme ça, moralisante sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Je vais juste essayer de vous expliquer mon ressenti parce que c'est beaucoup une question de ressentiment. On est là dans l'émotionnel. La mort d'un animal, et particulièrement des mammifères qui nous sont proches, et la souris est un mammifère, du fait qu'ils ont un cerveau, un système nerveux, un système circulatoire, qu'on peut voir du sang, etc. La mort donc d'un mammifère est toujours quelque chose d'émotif pour l'homme. Et donc on peut très facilement se laisser envahir, déborder par ses émotions. Donc je vais éviter ça. Notez qu'on s'inquiète bien moins pour ce qui est, par exemple, de croquer un radis. Un radis, c'est un amas de cellules vivantes, végétales certes, n'ayant pas de système, nerveux, donc pas de système sensible au même titre que les mammifères, n'ayant pas d'appareil circulatoire. Là, on ne se pose pas la question. Les poireaux, on les balance dans l'eau bouillante, les cellules sont tuées, on le mange, c'est pas un problème. On mange des germes de telle ou telle graine qu'on a fait à germer, c'est des cellules vivantes, on ne se pose pas la question. La salade que j'ai mangée à midi était un amas de cellules vivantes, parce que ne pensez pas que quand vous coupez votre salade dans le potager, elle meurt. Donc voilà. Je veux aussi éviter ce débat émotif. Il vient facilement des résonances au fond de nous avec l'idée de mort. Et tant qu'on n'a pas, tiré au clair le fait que j'ai évoqué dans la vidéo sur la Kalanchoé, c'est-à-dire que notre destin est de mourir, et c'est même absolument et rigoureusement nécessaire à l'évolution du vivant, et donc on va y passer nous aussi. C'est de moins en moins par la prédation. Dans nos sociétés, il y a peu de chances de tomber sur un loup, et encore, le loup craint l'homme, il ne s'en prendrait pas à l'homme, on va dire sur un ours qui, dans un moment d'effroi, peut-être vous croquerai, ou en me baignant en bas dans une rivière ou dans une mare, j'ai très peu de chances de tomber sur un crocodile qui lui il croque. Crocodile, il croque. Voilà, et donc je pense qu'il y a beaucoup de résonances, de vibrations liées à notre mort et à la peur de notre propre mort, qui polluent les débats. Je voudrais aussi être très clair tout de suite. Je mets de côté toute la question d'espèces en voie de disparition qui sont une perte génétique irrémédiable parce que chaque fois qu'une espèce disparaît, il y a peu de chances pour que le vivant reconstitue le même animal. Il en fera d'autres. Un animal qui meurt libère une niche pour d'autres animaux, mais ce ne sont pas les mêmes qui reviennent. Ainsi, l'extinction des dinosaures, qui n'étaient de loin pas que les gros machins qu'on voit dans les films de Spielberg, je crois que c'est lui qui a fait les films, je ne suis pas un bon cinéphile. Et donc la mort des dinosaures, dont beaucoup étaient des petits dinosaures, a libéré une niche dans laquelle s'est engouffrée une sorte de petite musaraigne qui est à l'origine des mammifères et in fine à l'origine de l'homme. Donc chaque fois qu'une espèce meurt, dans le vivant, de nouvelles naissent. Donc non, je suis pour la protection et les mesures de sauvegarde, quoi qu'il en coûte, pour reprendre une phrase célèbre ces jours-ci, quoi qu'il en coûte,
la sauvegarde de ces espèces. Donc sauvegarder une espèce, c'est d'abord sauvegarder une niche écologique. Et puis ensuite, effectivement, c'est arrêter la prédation qui bien souvent est humaine, mais pas toujours. Voilà. Donc je mets de côté, je parle là de cette souris que j'ai piégée dans mon potager. Il y a déjà en ligne des vidéos dans lesquelles je piège des rats-aux-pieds et je fais souvent allusion, y compris dans cette vidéo, au fait que j'essaye de maîtriser les populations de limaces, parfois en piégeant ou en les igouillant. Ça m'arrive. Donc ces espèces-là ne sont pas du tout en voie de disparition. Donc il ne faut pas enfumer les débats. Ces espèces sont plutôt favorisées dans mon système qu'est le potager du paresseux. Il y a plus de limaces dans mon potager qu'il n'y en a dans la forêt derrière moi. Il y a plus de rats-aux-pieds dans mon potager pour une raison très simple, c'est que je leur offre le gîte et le couvert. Je mets du foin, ils n'ont même pas besoin de creuser, ils peuvent circuler là-dessous sans faire de travail pour faire leur galerie et ils arrivent très facilement à une nourriture qui est excellente. Mes légumes sont très très bons, mes céleris, mes persils, mes artichauts et tout ça, donc les attire beaucoup, bien nourris, bien logés, et mes rats-aux-pieds pullulent. Donc la pullulation du rat-aux-pieds est l'action et la conséquence de l'action que je fais. Même chose pour les limaces. Pour les souris, c'est plus aléatoire. Il y a des souris partout ici dans les prairies, bien qu'il y ait beaucoup de chats qui circulent et qu'il y ait des renards et qu'il y ait des belettes et qu'il y ait plein d'ennemis de la souris. Donc, premier point, voilà, je ne suis pas en train d'éradiquer une espèce, bien au contraire, je suis en train d'essayer de maintenir des populations raisonnables. Et là, il va falloir se prendre un tout petit peu le chou et réfléchir. Ceux qui sont purement émotifs, cliquez en haut à droite, parce que l'émotion est parfois contre-indicative du raisonnement, et réciproquement. Alors, que se passe-t-il dans la nature pour n'importe quelle espèce? Elle a besoin d'une niche écologique, donc d'un endroit où elle trouve les conditions propices à sa vie. En Afrique, quand il y a une belle savane avec de l'herbe, il y a des gazelles. C'est comme ça. Niche, espace ouvert, c'est là que vivent les gazelles. De l'herbe, c'est la base de la nourriture. Donc le deuxième facteur qui va favoriser ou au contraire freiner le développement d'une espèce, c'est savoir si oui ou non elle trouve facilement une nourriture abondante. Si c'est le cas, elle se multiplie. Papa et maman ont beaucoup à manger. À la sortie du resto arrive ce qui arrive à la sortie des restos et plus tard, ça fait des petits qui auront bien à manger et qui vont donc bien se développer et eux-mêmes inviter leurs copines au resto et ça continue. Troisième paramètre qui joue donc en dehors de la niche, c'est tout ce qui tourne autour des maladies. Les animaux comme nous chopent des maladies. On en partage certaines, pas tant que ça. Mais donc, lorsque une population d'une espèce donnée devient très abondante, les rencontres sont plus fréquentes, les conflits, avec parfois des morsures, pousse-toi de là, j'y suis déjà, des griffures, etc., aussi se multiplient. Et donc, la maladie a plus de chances de se répartir, de se répandre
que dans une population très clairsemée. Même si de temps en temps un mâle doit aller rejoindre une femelle, il n'est pas forcément contaminé. Le reste du temps, les groupes vivent très éloignés les uns des autres et les maladies se transmettent peu. Je rappelle quelque chose en ces périodes de Covid et de freinage. Troisième facteur qui va grandement influencer l'effectif, donc le nombre d'individus d'une espèce donnée dans un endroit donné, c'est la prédation. La prédation, ce sont les ennemis de cette espèce. Et donc, quand il y en a beaucoup, les prédateurs sont dans la situation que j'évoquais à l'instant à propos des gazelles, trouvent facilement à manger, n'ont pas besoin de courir beaucoup, ne sont pas très fatigués et donc ont le temps de faire des petits qui trouveront à manger. Et donc le prédateur va se multiplier parce que l'espèce est abondante. Donc, de façon tout à fait naturelle, une population de n'importe quelle espèce, ce que je vous dis là est absolument vrai pour tout, va se réguler avec des hauts et puis des bas, et des hauts et des bas. J'aurais voulu avoir un tableau, j'ai dans le projet là de fixer un tableau, mais il faut que je le fixe sur la porte parce qu'ailleurs j'ai des étagères et des trucs comme ça, et c'est pas fait encore. Sinon j'aurais pu vous dessiner ça, mais vous l'imaginez très facilement. À un moment donné, ça monte, les prédateurs ont beaucoup à manger, se multiplient, ils bouffent l'espèce en question qui dégringole. Qu'est-ce qui se passe ? Le con de prédateur, il ne trouve plus assez à manger, donc il meurt lui-même. Ou il se reproduit moins, il se régule, qu'importe. La population de prédateurs dégringole, et c'est la chance pour la proie. Elle est moins prédatée, et donc, de nouveau, sa population se développe plus ou moins en fonction de la niche écologique, de qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc la niche, il y a notamment la météo qui joue. Des fois, il y a beaucoup d'herbes, des fois, il y a une sécheresse, et ça va affecter les populations, et par ricochet, tout ce qui suit sur la pyramide. Donc voilà le principe de base, que si on ne le prend pas en compte, on va rester dans un raisonnement émotionnel. Oh, la pauvre petite souris, elle a souffert. Non, elle n'a pas souffert, elle était morte tout de suite. Ah oui, mais il ne faut pas tuer les pauvres petites souris. Ok, on ne tue pas les pauvres petites souris. Deuxième chose à savoir, et là, ce que je vous raconte là, c'est de la science pure, c'est de la biologie ou de l'écologie pure. Une espèce donnée à ce qui s'appelle une certaine prolificité. C'est-à-dire qu'un papa, une maman vont donner un certain nombre de petits qui eux-mêmes très vite ou pas vite, ça dépend. Donc chez l'espèce humaine, c'est pas vite du tout. Chez d'autres espèces, c'est très très rapide. Vont avoir l'aptitude à se reproduire eux-mêmes, à faire des petits, qui eux-mêmes, très vite, vont faire des petits, etc. Donc tout ça, on l'appelle la prolificité. Et il faut savoir que la prolificité, c'est le pendant de la prédation que subit une espèce. Si je vous ai dit tout à l'heure que globalement, dans un système en équilibre, on n'a pas cette croissance exponentielle que donnerait cette prolificité naturelle. Prenez simplement, on va raisonner de façon très, très schématique, c'est un peu plus compliqué parce que les femelles, ce n'est pas nécessairement des couples chez les mammifères, chez les souris, chez les rats-aux-pieds, etc. Les femelles partagent, elles sont beaucoup plus partageuses que les femelles humaines et elles partagent donc des mâles. Mais on va prendre pour la base du raisonnement la situation où un couple donne 8 petits, parmi lesquels donc 4 mâles, 4 femelles. Donc ça fait 4 couples qui eux-mêmes, quelques semaines plus tard,
donne chaque couple 8 petits. Donc, vous avez vu 2, 4. 4 fois 8, 32. 32 couples, 32 individus, 16 couples qui donnent 8. Donc, 8 fois, combien j'ai dit 16, 108. Et ainsi de suite. Et vous voyez donc que cette courbe naturelle est absolument exponentielle. Donc, sachez que la reproduction naturelle des espèces, de la plupart des espèces, est telle qu'on aurait, si aucune régulation n'intervenait, on aurait une croissance exponentielle. Alors, bien évidemment, mis à part peut-être un peu l'espèce humaine en ce moment, cette croissance exponentielle ne se met jamais en place. Il y a des phénomènes de régulation que j'évoquais, et cette régulation, elle est très très simple. Elle joue sur les 3 paramètres évoqués précédemment. Donc, c'est tantôt la famine, météo, famine, la niche écologique qui devient trop petite, les frictions entre les individus de la même espèce qui se combattent. Alors des fois, il y a des phénomènes naturels de régulation qui font que la prolificité dégringole quand, sur un terroir donné, trop d'individus sont présents. Deuxième facteur, les maladies, j'ai déjà évoqué, plus de rencontres, etc. Et donc, les maladies font des ravages, et il ne faut pas croire que les maladies sont réservées à l'homme. Moi, quand j'étais en Namibie, il y a eu, dans le parc naturel des Tosha, qui est un des grands parcs naturels d'Afrique, une épidémie d'anthrax. L'anthrax est une maladie sanguine, et donc les éléphants tombaient comme des mouches. Et gros débat entre les gens qui devaient s'occuper de ces espèces. Est-ce qu'on laisse faire la nature ou est-ce qu'on intervient, on soigne avec des antibiotiques, on vaccine, etc. etc. Donc ce phénomène de régulation existe. Troisième régulation, je l'ai évoqué, c'est donc les prédateurs. Donc beaucoup de proies. Par conséquent, les prédateurs ont la vie facile, très facile d'en choper une. Après le repas, on copule et on fait des petits qui eux-mêmes auront bien à manger, qui vont se multiplier. Et donc, le prédateur va se développer et va rabattre la population de l'espèce en question. Et voilà pourquoi donc la prolificité est en fait le pendant de la prédation. Si une tortue vit 50 ans, une femelle tortue vit 50 ans, et pond 100 œufs par année, donc 5000 œufs, c'est tout simplement que 4998 petites tortues, œufs et petites tortues issues de ces œufs sont destinées à disparaître avant d'avoir été adultes. Sinon, la population des tortues marines exploserait dans le monde très très vite. Et alors, pour revenir donc à mes souris, les souris ont des performances tout à fait étonnantes au niveau de la prolificité, j'ai noté. Une gestation toutes les 6 à 8 semaines, une gestation qui dure 18 à 21 jours, 7 à 10 petits, et la maturité sexuelle des petits est atteinte au bout de 40-45 jours. Alors, je n'ai pas fait le calcul, mais ça fait des centaines de descendants en une seule année. Bon, la souris ne vit que 2 ans,
Donc on va dire que, pour simplifier, qu'elle vit qu'une année. Et donc elle fait des centaines de petits. Le calcul est un peu compliqué à faire, donc je ne l'ai pas fait, j'ai eu la flemme. Mais on va dire 200, 300 souriceaux susceptibles de faire eux-mêmes des petits et ainsi de suite. Donc si dans ce qui entoure la maison, la population de souris n'explose pas, c'est tout simplement que sur ces 200 ou 300 souriceaux, on va dire 200, eh ben 198 vont mourir dans l'année, d'une forme ou d'une autre. Et là, les sensibles peuvent pleurnicher, ça n'y changera rien. Alors comment est-ce qu'elles vont mourir? J'ai filmé avant-hier mon chat qui croquait une souris, qu'il avait chopée. C'est un très bon chasseur. Est-ce qu'il faut en vouloir à mon chat parce qu'il croque une souris? Je pense que non. Mais alors, est-ce qu'il faut m'en vouloir à moi de piéger une souris qui mangeait ma salade, sachant que moi aussi j'avais besoin de cette salade pour me nourrir? Donc le chat, lui, je l'aime bien mon Sky, mais bon, ce con de chat, il aurait le droit de bouffer des souris et on fermerait les yeux sur les dégâts que lui il fait, les massacres qu'il fait. Et moi, il ne faudrait pas que je tue une souris qui me bouffe 100%, enfin il en reste 3-4 pieds quand même, 97% de mes salades. Il ne faudrait pas que je piège un râteau-pied alors qu'une année j'ai planté 24 céleris et les râteaux-pieds, pas le râteau-pied, les râteaux-pieds m'ont bouffé les 24 céleris. Ils m'en ont pas laissé un. Donc moi, je n'aurais pas le droit de défendre ma nourriture. Je trouve que là, il y a quelque chose qui cloche dans les raisonnements. Le crocodile à la con, là, vous avez vu ces images, le fleuve que doivent traverser les gnous quand c'est la grande migration du Serengeti. Et puis à un moment donné, ils arrivent au fleuve, les gnous qui sont devant, ils sont pris de peur parce qu'ils se doutent bien que dans ce marigot, il y a des crocodiles. Simplement, il y a 100 000 gnous qui poussent derrière, qui eux ne voient rien, qui veulent juste aller manger l'herbe de l'autre côté. Et ils bourrent, et les premiers finissent par dégringoler. Et en bas, les crocodiles les croquent. Ces cons de crocodiles auraient le droit de croquer des gnous. Et moi, je n'aurais pas le droit de piéger une limace, un râteau-pied ou une souris. Je suis un peu perdu. On va aller plus loin. Toujours pousser les raisonnements. J'ai évoqué tout à l'heure qu'une des contraintes auxquelles se heurtent les espèces dans leur survie et leur propagation, c'est l'habitat. Alors, je l'ai écrit dans mes 2 livres, j'insiste là-dessus. Le potager du paresseux, comme tous les potagers d'ailleurs, sont des espaces anthropisés. S'il n'y avait pas d'hommes, à cet endroit, il y aurait une forêt. Et il y aurait tout à fait d'autres individus que ce qu'il y a là, ou de ce qu'il y a dans la prairie qui est à côté, ou de ce qui est dans l'espace ornemental où j'ai quelques fleurs entre la maison et le potager. Des tas d'espèces qui vivent là-dedans n'ont aucune place dans la forêt. Donc, ces espaces anthropisés, par eux-mêmes, génèrent des possibilités de développement d'un certain nombre d'espèces, à tel point qu'un certain nombre de ces espaces qui sont devenus rares sont aujourd'hui protégés, espace Natura 2000, etc., parce qu'il n'y a que là qu'on va trouver telle orchidée, tel oiseau, tel papillon, tel insecte, tel type de coléoptère, tel type de fourmi, qu'on n'aurait pas si c'était une forêt.
Et donc, ça devient très vite très compliqué. Si on n'anthropisait pas, si on n'avait pas, il y a fort longtemps, anthropisé ces espaces, eh ben, un certain nombre de ces espèces ne seraient pas là, en tout cas pas dans cette ampleur. Et si aujourd'hui, on n'intervient pas, on ne régule pas, la régulation pouvant être ce que je fais. C'est-à-dire, à certains moments, piéger, tuer des limaces, à d'autres moments, les élever, à certains moments, élever des pucerons pour nourrir des cirfes, des coccinelles, des guêpes parasitoïdes, etc. Et à d'autres moments, favoriser ces prédateurs. Et finalement, au bout de ce bout, il y a quoi? Il y a la position de l'homme. Est-ce que l'homme a une légitimité à être dans la nature ou est-ce qu'il est en dehors de la nature? Pour moi, je fais partie de mon système que j'impacte gravement, même si je réfléchis à comment réduire cet impact. Parce que oui, je ne cesse de le dire dans les vidéos, l'homme est un super prédateur parce qu'il a des super pouvoirs, des super outils pour gravement modifier le milieu et donc pour gravement modifier son potager. Maintenant, prenez mon deuxième livre, je crois que c'est l'avant-dernier chapitre, qui parle de cette question de comment réguler les parasites, qui peuvent poser des problèmes aux jardiniers. Et regardez bien, il s'appelle non pas lutte biologique, ou comment lutter, ou comment contrôler, ou le biocontrôle, il s'appelle accompagner son potager, c'est-à-dire comment faire en sorte que quand ce système dérape, en partie pour des raisons qui échappent à l'homme, climat, etc., absence d'un prédateur, fortuite, il y a une part de hasard dans le vivant, ou parce que je suis intervenu maladroitement, j'ai par exemple mis du foin et donc mes râteaux-pieds ont un gîte magnifique et donc ils vont proliférer. Et donc comment j'accompagne mon potager pour quand même produire des légumes en régulant la population de parasites. Quand il y en a trop, oui, je piège, oui, je tue, comme le fait un crocodile, comme le fait un lion, qui n'y a qu'une belle gazelle. C'est vachement beau une gazelle. Je ne sais pas si vous avez vu des gazelles dans la savane africaine, j'ai eu la chance de voir ça. C'est un animal magnifique, avec ses petites oreilles qui frétillent, les springboks qui font des sauts comme ça, incroyable. Et le gros lion, il se ramène et il se bouffe la gazelle. Voilà, il la traîne. Voilà. Et le crocodile, il se niaque son gnou. Voilà. Et donc, Didier, il piège sa souris. Il est quand même pas plus con qu'un crocodile. Ni moins méritant, ni plus méritant d'ailleurs. Et donc, je me considère comme faisant partie du vivant. J'essaye d'avoir suffisamment de neurones dans mon cerveau pour ne pas être un viandard qui tue tout ce qui bouge. Ça, c'était les jardiniers, et il y en a encore, qui rêvent que d'une chose, si vous saviez le nombre de mails que j'ai, parce que, catastrophe, je mets du foin et il y a des limaces, et j'ai mis du ferramol, mais les limaces n'ont pas disparu. Mais oui, la régulation n'arrive jamais à éteindre. Ça, c'était du temps où on avait des pesticides d'une violence inouïe, ce que j'appelle aussi dans mon livre les bombes atomiques des anciens jardiniers. Et donc, pour en venir à la fin, à la conclusion, je n'ai pas d'état d'âme. Encore une fois, je le précise, je ne dicte pas, chacun fait ce qu'il veut. Simplement, il faudra quand même que ces gens frappés de sensiblerie excessive m'expliquent comment ils font pour manger encore le riz basmati. Mais ouvrez les yeux, nom d'une pipe.
C'était quoi cette rizière dans laquelle on fabrique ce riz basmati bio d'origine paysanne, étiquable et tout ce que vous voulez? C'était une jungle il y a 2 ou 3 000 ans ou 1000 ans, transformée par le dur travail de ces paysans, mais qui ont tué toutes les espèces, les arbres, tout ce qui se trouvait à cet endroit pour faire une magnifique rizière. Alors bien évidemment, quand on photographie ça, quand on voit ça dans des reportages télévisés, avec le caméraman qui a pris bien soin de filmer ça en contre-jour, l'eau qui scintille et tout ça, on trouve ça idyllique. Mais ça a été le résultat d'un massacre. Et donc, très franchement, je trouve aussi faux cul de manger du riz basmati ou mettez quinoa ou mettez soja à la place, c'est exactement la même chose. Le soja qui soit cultivé chez nous en France dans une filière responsable l'est dans des champs qui, il y a 500, 600 ans, étaient une forêt. Et quand il vient du Brésil, c'était il y a 10 ou 20 ans, c'était une forêt. Donc, quand nous mangeons, c'est le résultat d'un massacre. Parce que nous sommes des prédateurs. Et donc s'émouvoir pour cette pauvre souris, c'est vraiment avoir un champ de réflexion extrêmement étroit. C'est mon point de vue. Je pense que je vais me prendre une rafale de commentaires désobligeants. Je crois que pour une fois, je vais me dispenser de répondre aux commentaires. En général, j'essaye toujours de le faire, mais je sais que le débat y va. C'est émotion contre réflexion. Et on ne gagne jamais contre les émotifs. Les prêcheurs ont toujours raison. Ils cachent leurs contradictions et par conséquent, ils se voudraient parfaits. Alors, ils vont sauver une souris avec leur 4x4. Ils vont piéger de façon sans tuer. Ils vont aller mettre cette souris quelque part. Dans ce quelque part, de deux choses l'une. Soit il y a déjà des souris, et c'est un équilibre, c'est juste faire tuer cette souris par quelqu'un d'autre que par soi. Par la surpopulation de souris, par un prédateur qui passe par là, etc. C'est donc un manque total de courage. Ou, à cet endroit où on met cette souris, il n'y avait pas encore de souris, et à ce moment-là, on perturbe gravement cet écosystème, où tout simplement, il n'y a pas de quoi se nourrir pour une souris. C'est peut-être pas par hasard qu'il n'y a pas de souris. Et donc, par conséquent, on va l'exposer à une mort cruelle. Petit à petit, ne trouvant rien à manger, courant, petit à petit, elle va crever. C'est ça que vous voulez? Faire souffrir une souris? Chez moi, c'est net. De façon générale. La surpopulation, j'évoquais cette famille de souris, papa, maman souris, qui en feront 200. La plupart vont connaître une mort atroce. Et donc, je vais terminer par une pirouette. Moi, j'ai très bonne conscience parce que je fais une régulation propre. Cette souris, si je ne l'avais tuée, elle aurait peut-être été niaquée par mon chat, c'était une belle fin. Mais peut-être que mon chat l'aurait raté et cet été, elle n'aurait pas trouvé de quoi manger, ou cet hiver, et elle serait morte dans d'atroces douleurs, de famine, de mort lente ou de maladie. Peu importe, 198 de ces 200 souris allaient crever d'une façon ou d'une autre. Je pense que la mienne, le piégeage, est une des plus délicates. Allez, assez choqué? Ciao et à une prochaine.